Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que on ne puisse pas se comprendre. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventuriers de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire de révolution-là, ce qu'ils ont accompli, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. La République du Congo. Le pays a acquis son indépendance en août 1960. Avant de porter le nom de la République du Congo, on l'appelait d'abord Congo français, ensuite Territoire du Moyen Congo, pour le distinguer de l'État indépendant du Congo devenu Congo belge en 1908. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale, parfois appelé Congo-Brazzaville, pour le différencier d'avec la République démocratique du Congo, appelée Congo-Kinshasa pour la même raison. La République du Congo a aussi été connue sous le nom de République populaire du Congo de 1969 à 1992, avant de reprendre son nom d'origine. Les premières sources écrites sur la région à laquelle correspond aujourd'hui le territoire de la République du Congo sont issus des premières explorations européennes. Les Portugais s'aventurent dans le golfe de Guinée à partir de la fin du XVe siècle. Diego Cao atteint l'embouchure du Congo en 1482. Il effectue un nouveau voyage 2 ans plus tard, au cours duquel il dit avoir remonté le cours du fleuve jusqu'aux chutes de Yelala. La colonisation française débute en 1875, date de la première expédition de Savorgnan de Brazza dans ce territoire. Le roi Makoko est contraint de signer un traité de protectorat avec Savorgnan de Brazza, explorateur au service de la France. 4 ans plus tard, en 1885, à la conférence de Berlin, la mainmise française sur le territoire est confirmée. Commence alors une longue période de colonisation. L'organisation administrative du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qu'est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. Rapidement, les dirigeants de ces sociétés commettent des abus. Ils cherchent à tirer le maximum de profit des ressources naturelles du pays. Le caoutchouc et l'ivoire font l'objet de nombreuses convoitises. Mais face aux abus des colons, les populations locales remettent en cause le régime de l'indigénat, de la colonisation. Ici et là, des signes d'exaspération apparaissent. Dans les villages, on se réunit, on en discute. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français, en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignants, médecins, infirmières. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celles-ci facilitent l'écoulement de la production de la brousse.
Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre. Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés, que s'achève la construction. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Les premières élections municipales ont lieu en 1956. L'abbé Fulbert Yulu est élu maire de Brazzaville et Stéphane Tchichel maire de Pointe-Noire. En novembre 1958, à la suite de la loi cadre de Gaston Deffer de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la République du Congo. Elle est dotée de l'autonomie, mais non de l'indépendance. Le Congo se prononce pour l'entrée dans la communauté et l'Assemblée nouvellement élue transfère la capitale à Brazzaville. Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. Comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire, sous domination française en Afrique, d'abord sous le nom officiel de République congolaise. En 1960, l'abbé Fulbert Yulu, alors Premier ministre, devient le premier président de la République du Congo. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Yulu, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Yulu est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. Là commence un chapelet d'accession au poste de la magistrature suprême par les citoyens politiques de la République du Congo. Au cours des événements des 13, 14 et 15 août 1963, ces journées sont appelées les Trois Glorieuses. L'abbé Fulbert Yulu est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Yulu à la tête de l'État. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Un nouvel homme entre en scène, Alphonse Massamba Deba, Premier ministre puis très vite président. Il est l'acteur du rapprochement avec le bloc communiste, l'homme du socialisme bantou, selon son expression. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Yulu à la tête de l'État.
avec son équipe gouvernementale, formée en grande partie dans les écoles occidentales, se rapproche de la Chine communiste en matière de politique internationale et se prononce en faveur du socialisme. Le président utilise l'expression de socialisme bantou, instaure un parti unique et abandonne le pluralisme politique. Pascal Lissouba, puis Ambroise Noumazalaï, son premier ministre. Beaucoup des cadres politiques de l'époque sont fascinés par le socialisme scientifique. Mots d'ordre et articles de presse s'inspirent du style alors en usage en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires. En témoigne ce mot d'ordre publié à la une de l'hebdomadaire Etumba en juin-juillet 1968. Que ceux qui se sont infiltrés dans les rangs de comités révolutionnaires pour se servir et non pour servir le peuple tremblent. Car le châtiment de ce même peuple les attend au tournant. Le 2 août 1968, à la suite du soulèvement de certains éléments de l'armée, Massamba Deba est contraint de se retirer à Boko, région du Poul, son village natal, puis de donner sa démission le 4 septembre 1968. L'élément déclencheur du putsch a été l'arrestation du capitaine Marien Ngouabi